4. Plan fixe numéro 100. Cadré. Pierre-Olivier Balzer, enfant de Porrentruy, de quoi avait l'air ta ville dans les années 20 quand tu étais enfant? Oh, c'était une petite ville tout à fait charmante, où toute chose était bien en place et où rien ne bougeait. On avait l'impression d'être dans un domaine tout à fait tranquille, où chacun avait sa petite vie bien réglée, j'entends, à partir du moment où vous entrez à l'école. Et pendant de longues années, on va suivre une filière qui va nous amener de l'école primaire et jusqu'au bout du gymnase. Donc on fait là 12 ans d'école de suite en faisant le même chemin tous les matins. Ça donne le sentiment de la régularité extraordinaire. Mais sous cette tranquillité, il y avait quand même une division très, très nette, non? Ah, alors il y a une division politique entre les rouges et les noirs Raconte-nous ça. qui s'est maintenue dans le Jura et qui est célèbre. Le pays est catholique et il y a un vieux fond de catholicisme très solide et qui a donné naissance à un collège catholique dans cette toute petite ville où vous avez en même temps une école cantonale qui est une école laïque où vous pouvez faire votre maturité. Et l'État n'a jamais donné, sauf in extremis, n'a jamais donné à cette école religieuse le droit de faire la maturité sur place, de sorte que ceux qui passaient par cette filière-là étaient obligés d'aller finir leurs études à Saint-Maurice, parce que l'enseignement était assuré par des chanoines de Saint-Maurice. On ne va pas les plaindre. Mais dans ton cas, ta famille, elle était dans quel camp, si j'ose dire? Alors j'ai une famille qui est plutôt du côté noir, parce que nous sommes, ma mère est très religieuse, nous sommes des catholiques convaincus et pratiquants, donc ça nous met dans le camp des noirs. Mais mon père est assez libertaire d'esprit. Il travaille C'est quoi ton père, si je peux te demander? Mon père était dans une fabrique de pierres fines pour l'horlogerie. Oui, ces les petits rubis qui servaient à protéger les mouvements des montres. Et dans le pays, il y avait de très nombreuses fabriques, de petits ateliers. On s'occupait de ces pierres, on leur fait toutes sortes de choses. On les taille, on les contre-taille, on les creuse, on les perce de sorte qu'il y a des perceuses, des crotteuses. J'ai vu des filles qui passaient la journée à compter ces petits rubis 12 par 12, avec une petite montagne devant elle, avec une Bruxelles. Et elle faisait comme ça toute la journée. 12, elle faisait un petit paquet, 12. Ça, c'était le climat horloger de la région. Ça, c'était le climat horloger. Et dans quelle école est-ce que ses parents, qui étaient croyants, mais quand même d'une certaine liberté d'esprit, dans quelle école est-ce qu'ils t'ont mis? À Saint-Charles ou à l'école cantonale? À l'école cantonale, parce que j'avais une mère qui était institutrice, donc qui appartenait à l'enseignement laïque. Et bon, ça lui était difficile avec son fils aîné de l'aiguiller vers l'école libre. Tandis que mais j'avais un frère qui malheureusement est mort, hein, très, très jeune, et qui lui aurait peut-être passé par l'autre filière. Alors ça aurait fait un équilibre comme ça dans la famille qui aurait été résolu. Et toi qui es un grand lettré aujourd'hui, comment est-ce que le monde des lettres, le monde des arts a pénétré dans ta pensée? Parce que ce n'est pas ton milieu qui t'y portait. Guère, parce que, bon, j'ai une mère institutrice, on a il y a quelques livres dans la maison, bien entendu, mais on ne peut pas dire qu'on soit une famille de littéraires, de loin pas. Et c'est pourquoi aussi je ne suis pas un enfant précoce. Il m'a fallu longtemps pour arriver à être au niveau des livres et à aimer la littérature, vraiment. Et tandis qu'à ce moment-là, ce qui m'intéresse dans les livres, c'est des livres où on apprend quelque chose, des livres de voyage, des livres on a à la maison un dictionnaire de médecine, je trouve ça tout à fait passionnant, pour toutes sortes de raisons. Et puis, mais enfin, la littérature, surtout la littérature contemporaine, n'est absolument pas représentée. Mais est-ce que la musique ne jouait pas un rôle particulièrement grand? Comment est-ce que se traduisait une vie musicale dans une petite ville de l'époque? Dans une petite ville comme la nôtre, il y avait quelques vieilles demoiselles ou quelques vieux messieurs qui enseignaient le piano ou le violon. Le violon, c'était déjà plus rare. Et toi, ton instrument, qu'est-ce que c'était?
Au début, ça a été... à cette époque-là, j'ai pratiqué tous les instruments. Je jouais du Tous piano, les instruments? Je jouais du violon, j'ai joué de la contrebasse dans l'école, dans l'orchestre de mon école. J'ai joué du fifre. J'étais au service militaire où j'ai joué de la grosse caisse, j'ai eu des cymbales. Je suis un homme très complet au point de vue musical. Non, mais enfin, c'était surtout le piano et le violon. Et quand j'étais au gymnase, à Porrentruy, j'avais un ami inséparable qui jouait aussi du piano et du violon. Alors on était connus sur la place, et quand il y a des petites fêtes, des fêtes de charité, n'importe quoi, on était toujours là. On est monté sur beaucoup de scènes, on a beaucoup joué. Ça n'allait pas très loin, mais enfin tout de même, on arrivait à jouer proprement des sonates de Schubert, des sonates de Beethoven ou de Mozart aussi. Donc on pratiquait la musique plutôt que d'écouter des orchestres comme aujourd'hui. Quand est-ce que tu as entendu pour la première fois un orchestre? Ça c'était à Lausanne, quand j'étais étudiant à Lausanne, après avoir quitté Porrentruy. Donc tu étais étudié à Lausanne, oui. Et c'est là que tu as découvert une musique plus, peut-être aussi une littérature plus ample. Plus sérieuse, oui. Dans une ville universitaire. La littérature, je peux dire, celle qu'on nous imposait pour faire des études. Et je continuais de lire Racine, Diderot, vraiment les choses qu'on nous proposait à l'école. J'avais juste quelques ouvertures qui m'avaient été données par mon professeur de piano de Porrentruy, qui était un homme très ouvert, et qui, lui, me disait « Mais il y a des choses à lire, enfin, on n'en parlait pas à l'école, mais il y a des choses à lire qui sont quand même intéressantes. » Et il m'a fait lire du Suarez, du Claudel, du Cocteau, des choses comme ça, auxquelles je ne comprenais pas encore grand-chose. Enfin, je n'avais pas encore une attraction bien grande pour cette littérature-là. Mais enfin, le pli était pris. Et je dois dire que c'est par cette filière-là que j'ai continué à explorer la littérature contemporaine, et que finalement, après Lausanne, enfin, j'en savais un petit bout quand même. Donc la littérature qui va jouer un si grand rôle dans ta vie et dont tu vas être un agent principal en Suisse romande, cette littérature a commencé par être scolaire avant de se déployer dans ça. Elle a été très scolaire. Oui, oui. Elle était très scolaire. Et je pense que si à Porrentruy ou près de Porrentruy il y avait eu un conservatoire, j'aurais bifurqué vers la musique. Je me sentais beaucoup plus à l'aise et aussi plus inventif. J'avais le monde des sons m'était beaucoup plus familier que celui des lettres, je dois dire. Et alors l'éveil à une littérature qui t'a touché personnellement, ça se situe quand? Alors ça se situe entre la dernière année de Porrentruy et puis le commencement de Lausanne. Mais encore, à Porrentruy, j'ai quasiment jamais entendu parler de Ramu, par exemple, ce qui paraît invraisemblable, mais c'est vrai. J'ai entendu parler de Claudel et de Valéry avant d'entendre parler de Ramu. On n'est pas vaudois, alors on n'a pas de racines littéraires, alors, enfin du moins on ne le croyait pas, on voyait mal ce qu'il y avait derrière nous. Donc il y avait une absence totale de connaissance d'une littérature qui ait pu être romande. Oui, l'école ne nous apportait strictement rien de ce point de vue-là. Alors heureusement, il y a ce professeur de musique qui, lui, était un homme très ouvert, qui faisait de temps en temps un stage à la Schola Cantorum à Paris, et qui revenait avec des idées sur la musique et sur la littérature qui étaient nettement avancées par rapport à ce qu'on voyait ailleurs dans le milieu de Porrentruy. Et grâce à lui, j'ai commencé de lire des choses intéressantes. C'est pourquoi je suis infiniment reconnaissant à ce monsieur qui s'appelait Girardin, que ses élèves appelaient, parce qu'il donnait des leçons, celui-là, c'était l'organiste de Porrentruy, l'organiste de l'église, et puis en même temps, il enseignait au collège Saint-Charles. Dans l'école concurrente. Dans l'école concurrente, où ses élèves l'appelaient Philux. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on l'appelait respectueusement, monsieur, dans ma famille, monsieur Girardin, toujours. Et c'est ainsi qu'a muni de cette introduction à une véritable littérature, à des arts véritables, tu as passé à Lausanne où tu as fait tes études de lettres. Alors là, j'ai fait des études de lettres très sagement, comme tout ce que je faisais dans ce temps-là. Et grâce à M. Bray, on est entré un peu dans l'art de l'explication de texte tel qu'on l'a construit dans ces années-là. Deux mots.
Pierre-Olivier Valzer, sur cette période d'étudiant sage à Lausanne. Moi, je suis un petit provincial qui arrive dans un monde totalement inconnu. Canton de Vaud, la ville de Lausanne, j'ai aucune attache, rien. Je me conduis même mal parce que si je voulais rester fidèle au canton de Berne, je devais aller à l'université de Berne pour faire un diplôme. Je pensais faire l'enseignement, faire un diplôme d'enseignement à Berne. C'était quasiment obligatoire. Donc, je prends la liberté déjà d'aller à Lausanne où rien ne m'appelle particulièrement, sauf que je me dis que tout de même on doit mieux apprendre le français à Lausanne qu'à Berne, c'est tout. Et je tombe là dans un milieu très divers et très intéressant, évidemment. Et le grand maître des études en français, c'est M. Bray. C'est un français très sorbonnard, très, très ancienne méthode, qui fait de l'explication de texte, comme je le disais tout à l'heure, selon des méthodes traditionnelles qui n'avaient pas bougé depuis Lançon, et qui avait toujours cours avec lui, enfin, qui ont eu cours avec lui jusqu'à la fin de son enseignement. Et puis, heureusement, en dehors de cela, j'ai fait grec et latin. Alors, le latin, il y avait un professeur austère qui était Franck Olivier, qui était en même temps le chancelier de l'université, qui était un vieux savant à la mode allemande, qui avait fait ses études en Allemagne et qui faisait vraiment de la linguistique. Là, pour lui, un texte, c'était des problèmes de langue. Et heureusement, il était doublé au grec par André Bonnard, qui lui était un vrai humaniste, le seul que j'ai rencontré dans ces milieux-là, je peux dire. Il était un humaniste qui essayait de nous faire comprendre ce qu'était la Grèce, enfin, ce qu'était la littérature et ce qu'était la Grèce. Là, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme lui, qui aussi nous ouvrait, continuait notre éducation en musique, par exemple. Je me rappelle avoir été chez lui, passer des soirées avec nos camarades, où il nous faisait passer des disques, où pour la première fois j'ai entendu Une nuit dans les jardins d'Espagne. Je trouve ça extraordinaire. J'ai fait comme ça beaucoup de découvertes à Lausanne. Mais en musique aussi, pour la première fois, j'étais en rap. Je pouvais aller à des vrais concerts. À Porrentruy, on avait un petit orchestre, un petit orchestre local dans lequel on s'amusait à jouer le second violon. Mais à Lausanne, on avait un vrai orchestre dirigé par un Sormet, je vous prie. Et là aussi, la première fois que vous entendiez le boléro de Ravel, je ne sais pas quoi vous présenter, ce que ça pouvait être pour quelqu'un qui avait enfin le sentiment musical un peu, qui tout à coup se trouvait devant des réalisations de ce genre. C'était absolument merveilleux. Et après Lausanne, ce fut Paris, alors pour une thèse. Oui, alors j'ai fini vite, j'étais un bon élève, j'ai fini ma maturité à 18 ans et demi, ça se fait plus beau qu'aujourd'hui, et puis à 22 ans j'avais ma licence, et pas 22 ans vous trouvez rien, on ne donne pas une place à cet âge-là, surtout à cette époque où les choses ne bougeaient pas beaucoup. Alors mes gentils parents m'ont laissé aller à Paris pour préparer une thèse. Sur quoi ? Sur qui ? Ah bien, là, c'est sur Toulette un peu par hasard, parce que en réalité, j'ai proposé à un professeur de Sorbonne, qui était monsieur Levaillant, c'est un des grands spécialistes de Chateaubriand. Il ne connaissait pas très bien tout ça, mais enfin, il était accueillant, il ne me voulait pas de mal. Il m'a dit, il m'a simplement demandé votre groupe de fantaisistes, parce que je m'occupais de la poésie du groupe qu'on appelait les fantaisistes, dans lequel il y avait Derem, Carco, Jean Pellerin, Jean-Marc Bernard, et puis aussi Toulette, que je ne connaissais pas spécialement bien, Toulette. Et il m'a dit, vous voulez travailler sur tout ce groupe, mais ils sont pas morts. Il m'a dit, alors j'ai dit, non, ils sont pas morts. Ils sont pas tous morts. Il m'a dit, alors, choisissez-en un qui est mort. Et puis, Toulette, par exemple. Alors, bon. Mais tu as quand même fini par l'aimer. Ah oui, naturellement. Une fois que je me suis mis à Toulette, j'ai trouvé vraiment que c'était une chance d'avoir eu ce sujet-là, finalement, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que il y a encore beaucoup de gens qui l'avaient connu. Alors j'ai fait une petite enquête auprès de ceux qu'il connaissait pour savoir comment il l'avait vu, comment ça se passait avec lui. Et en particulier, il y a un des personnages avec qui il avait beaucoup vécu, c'était le roi des gastronomes, Kurnowski. Oui, bien sûr. Ils ont vécu ensemble dans leur jeune âge. Et Kurnowski, qui à ce moment-là avait fait donc une carrière assez particulière dans les lettres, puisqu'il s'était surtout occupé de gastronomie,
Kordonski me recevait, était très gentil avec moi, et il m'a donné beaucoup de renseignements, beaucoup de détails sur la vie quotidienne, et puis enfin la vie intellectuelle aussi. Mais la poésie de Toulet, tu pourrais nous réciter Les strophe poèmes de Toulet? Une strophe. À Londres, je connus Bella, princesse moins lointaine que son mari, le capitaine, qui n'était jamais là. Oui, il y en a beaucoup qui me sont restés dans la tête. Oui. Et cette thèse, elle sera publiée plus tard? La thèse, elle sera publiée plus tard. Elle était pratiquement finie lorsque j'ai quitté Paris, donc à la guerre. Je suis rentré. J'étais venu en vacances en Suisse, et puis et la guerre m'a surpris et m'y a maintenu. J'ai fait 11 mois de service militaire de suite. Je devrais être au moins commandant de corps. Mais tu étais simple soldat. J'étais simple soldat, et je le suis resté. Et alors la guerre m'a apporté quelque chose de bon, c'est-à-dire que on a accueilli en Suisse toute une armée de Polonais. Et puis ces Polonais, on les a divisés en plusieurs groupes. Et en particulier, on a fait un groupe avec les anciens étudiants, ceux qui ont commencé des études en Pologne. Et on a fait un camp universitaire à Fribourg. Et on a donné à ces Polonais le droit d'aller suivre des cours de l'université de Fribourg. Et ils vivaient dans une caserne, enfin il faut prendre le mot dans son sens un peu plus agréable. Et ils étaient regroupés, disons. Et tu t'occupais d'eux? Et je m'occupais d'eux, j'avais quelques cours régime universitaire, ce qui était très agréable, j'en avais peu de cours, il fallait un peu surveiller ce qu'ils faisaient, essayer de leur corriger sur tous leurs travaux, parce qu'ils travaillaient en français, puis ils savaient le français, comme c'était pour la plupart, les officiers étaient des nobles. C'était des gens de l'aristocratie polonaise. C'était des gens de l'aristocratie. Alors, ils parlaient français. Et quelle impression te faisaient ces aristocrates polonais? Épouvantable. C'était des gens qui vivaient dans un autre monde. C'était des gens qui avaient encore, dans leur famille, ils avaient plusieurs villages à eux, avec tous les paysans qui leur appartenaient. Enfin, c'était vraiment le Moyen-Âge. C'était étonnant. Et ils réagissaient comme des gens qui sont encore à cette époque-là. Avec arrogance, avec mort? Oui, avec un manque d'égard pour tout ce qui n'était pas ce système-là. Enfin, ça m'avait beaucoup frappé quand ils faisaient des travaux. C'était tout à fait enfantin. En sortant, nous, du gymnase, enfin, on faisait des chefs-d'œuvre à côté de ce qu'ils vous racontaient dans leurs pages d'écriture. Mais enfin... Bon, ça, je garde. Mais nous sommes là à Fribourg, et Fribourg va te marquer de manière assez profonde, parce qu'il y avait un milieu, je dirais, littéraire à Fribourg. Il y a un milieu littéraire, alors tout à fait intéressant, et qui m'a vraiment beaucoup apporté, parce que nous sommes donc en guerre, c'est en 1942 que j'ai été nommé pour m'occuper de ces Polonais, et à ce moment-là, il y a d'autres réfugiés à Fribourg qui donnent une vie particulière à la ville. Et puis, la ville elle-même bouge, en ce sens qu'il y a un éditeur, une maison d'édition qui va prendre de l'importance, un peu comme les portes de France à Porrentruy, ça se passe à peu près en même temps. C'est la LUF, la librairie de l'Université de Fribourg, qui a un manager épatant qui s'appelle Bataillard, qui devient un de mes bons amis. Et puis, ils ont aussi une librairie, et puis dans la librairie, un autre gars qui deviendra un bon ami, qui est Georges Borgeaud, qui est aujourd'hui un des grands romanciers de la Suisse romande. Et en dehors de ça, des gens comme... Et il y avait Saint-Gria. Est-ce que tu n'étais pas voisin de Saint-Gria? Il y avait Saint-Gria, j'habitais dans la même maison que lui, lui habitait dans une mansarde épouvantable, archi minuscule d'abord, et puis rustique en Suisse. Enfin, c'était pas chauffable, ça mansarde. Il travaillait assis sur un petit banc avec sa machine à écrire sur la chaise devant lui, et puis il tapait comme ça avec un doigt l'un après l'autre. Je croyais qu'il s'amusait au fond, qu'il trouvait ça pittoresque, mais c'était pas du tout le cas. Il n'avait pas un sou, tout bêtement. Mais j'étais innocent de ce point de vue-là. Je croyais que les gens aimaient jouer à un rôle comme ça. Et c'était tout simplement la pauvreté de l'écrivain de l'époque. C'est absolument. Mais enfin, c'était très agréable de le voir, parce qu'il était lié aussi avec Bataillard. Bon,
on passait souvent nos soirées après avoir mangé à l'Aigle Noir, c'est un des restaurants qui donnait sur la Mégroge, là, sur cet abîme. On allait se promener sur les grandes places, hein, et ils nous racontaient des histoires, pas à dormir debout, mais aussi à dormir debout, comme vous savez. En 1942, lorsque tu étais encore à Fribourg, tu as participé à Porrentruy, où tu allais régulièrement, j'imagine, à une aventure qui ne concerne pas seulement ta vie, mais qui concerne toute l'histoire littéraire de Suisse romande. C'est la création des éditions des Portes de France. Raconte-nous cette aventure. C'est une aventure assez étonnante parce que on dit aujourd'hui ça intéresse toute la Suisse romande, mais sur le moment, je t'assure qu'on n'avait pas le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire. Et il se trouve que nous étions 3 amis de Porrentruy qui se connaissions bien, mais pas beaucoup, parce que les 2 autres étaient dans l'autre collège, justement. C'était Jean Cutat et Roger Schafter, qui se sont fait un nom depuis, un comme poète, l'autre comme homme politique, n'est-ce pas ? Et moi-même, qui venais donc de l'autre école, mais enfin, on avait un goût commun pour les lettres, ce qu'il n'y a pas tellement de gens dans une petite ville comme ça qui ont ce goût-là. Et on était du même parti, on se réunissait chez les uns ou chez les autres, puis on parlait, on se lisait, on s'entrelisait de beaux textes. Votre parti, c'était surtout la poésie, si je comprends bien. Oui, essentiellement, parce que la vie politique ne nous intéressait absolument pas à ce moment-là. Mais il s'est trouvé que Jean Cutat avait en main un manuscrit qu'il avait envie d'éditer. Il en avait déjà publié 2 en Suisse. Des poèmes. Et il voulait, il en avait un 3e et il cherchait un éditeur. Alors il nous en a parlé, puis on s'est dit comme ça entre nous, on pourrait le faire nous-mêmes. C'était les chansons du Mal au cœur. C'était les chansons du Mal au cœur, c'était le premier livre de cette édition qui a pris le nom des Portes de France. C'était bien trouvé, on ne savait pas que ça tombait si bien. C'est tout bêtement une porte de la ville, à Porrentruy, la porte du faubourg qui s'appelle la Porte de France. Et ça nous plaisait de prendre une appellation locale qui pouvait servir de symbole, et puis en même temps qui était bien choisi finalement. Qui avait qui teintait de manière très fraternelle et universelle. Oui, surtout à ce moment-là. Donc on est en pleine guerre et évidemment ça va avoir une... Et Loiselier, tu as dirigé la collection de Loiselier, c'était aussi un endroit? Oui, c'est aussi un lieu dit près de Porrentruy, en dessus de Porrentruy. C'est un petit bois, une petite colline qui s'appelle Loiselier. Vous avec des très beaux noms, là, avec La Joie. La Joie. Oui. Oui, alors, on a publié ce premier livre avec beaucoup de soin parce que je crois qu'on avait déjà le goût du beau livre et on s'est appliqué à faire un beau livre. Grâce à Dieu, on est tombé sur un imprimeur du Cru qui était le père Frossard, qui était un vieux bonhomme tout à fait sympathique, et qui regardait aussi avec sympathie de son côté ces jeunes gens qui avaient envie de faire quelque chose dans l'imprimerie, dans l'impression, et de travailler sérieusement. Alors, il nous a beaucoup aidés en ce sens qu'il est allé jusqu'à acheter des caractères neufs pour nos cahiers de poésie. Et ça a beaucoup contribué à leur donner une belle allure. Mais enfin, on était en pleine guerre, donc dans quelle mesure est-ce que vous compensiez l'absence de livres qui pouvaient venir de France? On ne s'est pas dit ça tout de suite, mais quand le premier volume est sorti et que ça a marché, on s'est dit on pourrait continuer, tout simplement. Et alors on a cherché autour de nous, chacun s'adressant aux gens qu'il connaissait un petit peu. Alors et ça s'est admirablement trouvé parce que les Cutat avaient passé par Saint-Maurice, par conséquent ils connaissaient, ils avaient été à l'école avec Chapa, et par Chapa on connaissait Corinne Abile, de sorte qu'on a publié le premier livre de Chapa, le premier roman de Corinne Abile. Et ensuite, moi-même, je connaissais de Fribourg Katoï, c'était je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure, non, je ne crois pas. C'était un des réfugiés français qui a passé la durée de la guerre à Fribourg. Alors lui, c'est un monsieur très, très distingué, qui avait un passé considérable, qui avait connu Proust, qui avait écrit des livres sur Proust, et qui aimait bien aussi ces jeunes gens qui s'intéressaient aux lettres d'une façon un peu pratique, un peu effective. Et puis il y avait Saint-Gria aussi. Alors il y avait aussi Saint-Gria, d'autre part, qui m'a donné un manuscrit.
Et Cato, il nous a donné le premier livre consacré à De Gaulle qui est apparu en Europe. C'est tout de même pas mal, n'est-ce pas, en 1943, 42 même. Et après, il y a des gens qui ont vu nos cahiers de poésie en particulier, puis qui ont dit, mais ça, c'est vraiment très joli, j'aimerais être publié comme ça. Et Gustave Roud, par exemple, était ravi de pouvoir republier son adieu sous cette forme. Jacotet nous a envoyé ses poèmes, on ne le connaissait pas du tout, personne, mais il nous a dit j'aimerais être publié sous cette forme, il nous a envoyé son premier livre. C'est ainsi que Porrentruy, qui semblait, par rapport au Léman en tout cas, être excentrique, a publié ce qui était la crème de la littérature de Suisse française. Oui, ça c'était une chose tout à fait étonnante, n'est-ce pas, que c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on a eu de la chance avec nos auteurs. L'époque correspond avec celle où tu étais nommé professeur à Porrentruy, donc tu as quitté Fribourg pour... Alors là, effectivement, avant on a eu une vie très vagabonde, d'abord parce qu'on était militaire, à tout instant, l'un des trois était appelé sur nos montagnes ici ou là, et heureusement, à partir de 1944, donc j'ai été nommé à Porrentruy, alors là, ça me donnait un point fixe, et je me suis établi, je me suis marié, et tout ça la même année, et après, on a pu continuer d'une façon un peu plus régulière. Mais pour l'édition, enfin, la vie était quand même relativement difficile parce que on vivait artificiellement. Il fallait introduire nos livres en France. On ne pouvait pas assez en vendre en Suisse pour tourner. Et comme on avait fait des belles collections qui intéressaient la culture française, on a fait des collections de classiques français qui sont très, très beaux, chaque volume ayant son caractère particulier, sa couverture particulière, et tout ça en 2 couleurs. Enfin, c'était vraiment une jolie entreprise. Il fallait qu'on puisse vendre ces livres en France pour tourner, simplement, financièrement. Et ça marchait pas trop mal, mais d'une façon artificielle, en ce sens que tout dépendait du nombre d'exemplaires qu'on pouvait introduire en France. Alors ça dépendait pas de nous, ça dépendait d'un monsieur qui nous aimait bien aussi, qui était Guillemin, qui nous a donné aussi quelques textes, et qui à ce moment-là était conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Berne. Mais ce qu'il ne faudrait pas dire qu'à côté des éditions, les Portes de France ont aussi désigné tout un mouvement de Porrentruy. Oui, alors on était jeunes, on avait envie aussi de faire un peu autre chose, et autour de nous s'est créé un groupe qui s'appelait les Compagnons des Portes de France. Alors là, c'était un milieu un peu plus large, mais c'était toujours des amis à nous, et qui avaient envie de faire quelque chose. Le mouvement intellectuel n'était pas bien fort, personne ne voyageait, on ne sortait pas, on ne pouvait pas aller en France, on était très resserrés. Alors il fallait qu'on tire les spectacles de nos propres possibilités. Alors on a fait des récitals, par exemple récitals de poésie et de musique. Chacun apportait ce qu'il savait faire. Les Cutat, ils ont des voix magnifiques. Donc c'était les frères Cutat, vous dire qu'il y avait aussi... Puis la sœur, il y a une petite sœur qui avait aussi beaucoup de talent pour Marie-Jeanne pour la récitation poétique. Il y en avait d'autres alors qui savaient chanter très, très convenablement. Est-ce que tu chantais toi-même non, moi j'étais toujours au piano dans ces aventures-là. Dans toutes ces aventures de spectacle, tu étais le pianiste. Oui, j'étais le pianiste. Aussi quand il y avait des musiques de scène, comme on a aussi monté des pièces de théâtre, Supervielle, La Belle au Bois par exemple. Et il faut toujours un peu des interludes. Alors bon, ça c'était moi, là, les interludes. Tu étais l'homme du décor musical. Oui, c'est ça. Et sans doute du choix des œuvres. Oui, on parlait ensemble alors avec des œuvres qui incluaient la chanson populaire. Alors après, on a fait du théâtre, on a fait des récitals poétiques et musicaux. Et puis après, on a encore inventé la chanson populaire. Là, il y avait un groupe de 15-16 personnes qui étaient passionnés par la chanson populaire, les bonnes vieilles chansons populaires sur le pont de Nantes, Ma belle si tu voulais, des choses comme ça. Et comme on était jeunes et puis on avait envie de chanter, je pense que ça a réussi. On nous aimait bien aussi sous cette forme. Accompagné par le pianiste de service. Accompagné par le pianiste de service.
toutes ces activités sont mêlées. Il faut bien voir qu'il y a un travail de savant sur la poésie, mais il y a l'édition des livres, mais il y a aussi la poésie elle-même. Tu as consacré un livre important à Valérie, mais au lieu de parler du livre, j'aimerais mieux t'entendre, peut-être. Tu saurais un poème de Valérie, quelques strophes, quelques vers, qu'on te voit lire la poésie? Au moins les célèbres vers du cimetière marin, les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. Ça, c'est la poésie de l'émotion qui entre dans la vie, la poésie existentielle. Mais enfin, tu vas devenir professeur. Professeur, en 1955, tu es à Berne. Le fait d'être un jurassien, peut-être contaminé par les idées séparatistes, a joué un rôle dans le fait que tu aies été, malgré tout, nommé à Berne? Non, le principal, pour moi, c'était d'accéder à une université. C'est quelque chose à quoi j'aurais jamais osé penser quand je faisais des études. Enfin, vraiment, là, j'étais provincial. Et on a un rapport avec l'université qui est radicalement différent de quelqu'un de la ville qui a l'université tout près. On connaît des professeurs d'université, on sait ce que c'est, on sait un peu comment ça fonctionne. Tandis que quand on vient de loin, comme nous, aussi ma famille n'a jamais eu à faire avec une université. Donc, accéder à l'université, c'est vraiment une promotion sérieuse. Sans compter que au point de vue du travail purement pratique, c'est quand même plus intéressant que le gymnase où vous avez des horaires précis, un peu écrasants. En tout cas, c'était le cas à Porrentruy, de sorte que c'est une espèce de libération par rapport à l'ancien État qui était très souhaitable n'importe où. Et dans ce temps-là, on n'avait pas de grand choix. Il y avait un professeur de littérature française, il y en avait un à Zurich, un à Bâle, un à Fribourg, un à Lausanne, et puis c'était fini, ça ne bougeait pas. Donc la chance a voulu que tu sois nommé j'étais là au professeur. bon moment avec à peu près je pouvais mettre sur la table ce qu'il fallait mettre sur la table, et j'ai été nommé, ce que j'ai considéré comme une grande chance personnelle. Absolument. Mais enfin, dans ce que tu viens de nous dire, il y a un mot qui a frappé nos oreilles, celui de libération. Il y avait celui du Jura. Et je voudrais voir un peu de plus près le rôle que tu as joué et qui n'a peut-être pas été toujours compris, ni même aperçu. C'est le fait que, professeur, tenu à une certaine réserve, tu as de deux manières, et bien d'autres sans doute, joué un rôle déterminant dans la formation de la conscience jurassienne. Je voudrais commencer par l'Institut jurassien. Non pas que tu en aies été le fondateur, mais tu y as joué un rôle, tu en as été le président. Qu'est-ce que c'était que cet Institut jurassien? Eh bien, dans le Jura, il y avait à cette époque-là une grande société qui existe toujours, qui existait depuis longtemps, depuis 1847, et qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la Société jurassienne d'émulation, qui regroupe tous les gens qui s'intéressent au passé local, ceux qui ont un peu de culture, ils sont dans la Société jurassienne d'émulation. Il y a à peu près 2000 membres aujourd'hui. Alors, cette société, dans ce temps-là, elle avait une activité purement historique et vraiment un peu provinciale. Est-ce qu'on ne veut pas tout de même dire que tu avais saisi l'occasion du 100e anniversaire de la Société d'émulation pour faire découvrir, non seulement au Jura, mais à toute la Suisse romande, un poète méconnu qui était Ranfer? Oui, mais alors ça vient justement avant l'Institut jurassien. Oui. Donc le premier acte où tu es... Le premier acte, c'était de s'intéresser au passé jurassien à propos du centenaire de cette société-là. Voilà. Et ta manière de t'y intéresser fut de sortir des limbes ou de l'oubli un poète qui était Ranfer. C'est ça. Pratiquement, personnellement, je ne connaissais pas grand-chose au passé jurassien, surtout pas au passé intellectuel et littéraire. Et je dois dire que ça a été intéressant pour moi d'être obligé de regarder ça d'un peu plus près. Alors, le premier sur qui je suis tombé, c'est Werner Ranfer, qui est un cas extrêmement intéressant, qui est un de ces poètes qui est durant de ses contemporains romans de la même époque, mais qu'on avait complètement passé sous silence parce qu'il avait eu le malheur de vivre dans ce petit bourg de Saint-Imier,
d'une façon très isolée, très, très difficile aussi, parce qu'il était rédacteur d'un petit journal où il devait tout faire. Alors, il avait très peu de liens. Il n'en avait même quasiment pas du tout avec la Suisse romande. Donc on peut dire que ce que tu as accompli en éditant ces œuvres, c'était en 1947, j'imagine, oui. C'était de faire connaître ce poète en lui rendant justice. Tu étais là à la fois découvreur, éditeur et agent d'une prise de conscience. Oui, mais il avait déjà publié lui-même. Oui. Donc, mais passons peut-être alors à l'Institut jurassien. L'Institut jurassien, donc, a été quoi par rapport à la société d'émulation? C'était une manière de réveiller la société d'émulation. Au départ, on voulait seulement qu'à l'intérieur de cette société d'émulation, il y ait le groupement des créateurs, ceux qui font quelque chose, et qui, pour les soutenir, les faire se connaître d'abord, parce que le Jura c'est tout petit, alors les bonnes têtes très souvent s'en vont à l'extérieur, et le but de l'Institut jurassien c'était de les réunir, c'est la première chose, et deuxièmement d'aider à produire leurs œuvres et à les faire connaître en tant que jurassiens. C'est assez important. Et quel est le lien entre cet Institut jurassien où en somme les universitaires dispersés de Suisse avaient l'occasion de se retrouver au Jura, dans la terre natale? Quel est le lien entre cela et l'anthologie jurassienne que tu vas entreprendre? Bien, à l'intérieur de l'Institut, on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la vie culturelle dans le Jura. Et puis ça, c'était une idée à moi. Je me suis dit une fois, en explorant un peu le passé à propos du centenaire de l'émulation, je me suis dit il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait mettre en valeur. Et je pensais qu'en s'adressant à des amis écrivains, ou enfin des curieux, des historiens, on leur dira à chacun, toi tu fais telle chose, toi telle chose, toi telle chose, et pas on va entasser tout ça l'un sur l'autre, et puis ce sera fini. Mais un livre demande autre chose. Ça a été une aventure extraordinaire, parce qu'il fallait toujours à peu près tout refaire derrière tout le monde. Mais le résultat était très sympathique, parce que je crois que c'était un ensemble, un bilan très complet de tout ce qui avait été fait d'intéressant, d'important dans le Jura, des origines à nos jours, puisqu'on remonte même au Moyen-Âge, on a même un troubadour. Mais est-ce que tu soupçonnais cette richesse en entreprenant le travail? Pas du tout, non. C'est donc, tu étais le premier à prendre conscience de ces richesses. Absolument, j'ai appris des tas de choses en faisant ça. On avait des noms comme ça, mais avec pas grand-chose derrière, et c'était souvent intéressant de mettre quelque chose derrière ces noms. Tu as le don de la litote, tu dis que c'était une entreprise sympathique. Je crois pour moi que c'était une entreprise historique. C'est-à-dire que tenant en main les beaux livres que tu avais faits, les jurassiens ont subitement pris conscience d'une sorte d'épanouissement qui les portait dans leur combat politique. Est-ce que tu l'avais conçu comme ça, ou est-ce que c'est venu après coup? Je ne l'ai pas conçu comme ça. Au départ, c'est vraiment... J'étais conscient qu'il fallait découvrir et ne pas laisser perdre le patrimoine jurassien. Je disais volontiers, le patrimoine du pays, il s'agit de le rassembler et de le faire connaître. Et bon, ça, en même temps, c'est une arme dans la lutte pour l'identité jurassienne, puisque c'est un instrument d'identité évident. Évident. Mais ça s'est découvert peut-être plus tard. Mais effectivement, je me rappelle toujours le procès de Pablo Cuta, le frère de Jean, le poète, à Neuchâtel, parce qu'il avait refusé de faire du service militaire. Il était officier, et il a été dégradé, il a été mis en prison. Et à son procès, où j'assistais comme témoin de moralité, et son frère Jean, qui était là au même titre que moi, avait brandi les deux volumes de l'identité de l'anthologie jurassienne en criant voilà les deux premiers pavés de notre révolution jurassienne, de notre révolution culturelle. Et sous une forme peut-être très théâtrale. Alors lui, Jean Cuta avait raison. Oui, si on pouvait évidemment le prendre comme ça. Telle était ton activité dans le Jura, mais c'est évidemment dans toute la Suisse française qu'on a senti ta présence et ton action. Il faut peut-être faire un petit tour de la Suisse romande pour voir à quel point tu la connaissais bien, puisque tu as étudié à Lausanne, tu as vécu à Fribourg, nous l'avons vu, tu collabores comme critique littéraire au Journal de Genève.
À Neuchâtel, tu as travaillé avec Hermann Hauser à la Bacconnière comme l'un des directeurs de la collection Langage. Tu as, au fond, par cette multiple activité, une vision globale de l'action culturelle en Suisse française. Qu'est-ce que tu aurais à en dire? L'essentiel, c'est de constater que depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont beaucoup transformées, se sont beaucoup améliorées aussi. On pose encore aujourd'hui la question, est-ce qu'il y a une littérature suisse? Il y a encore dernièrement dans la Weltwoche un grand article un peu stupide où on se posait cette question-là en disant c'est une espèce de mode, enfin de parler de littérature suisse. Mais en réalité, justement, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, la littérature existait relativement peu parce qu'il y avait peu d'écrivains et il y avait peu d'éditeurs. Alors que depuis la guerre, il y a eu un net changement avec une nouvelle génération, des nouvelles générations d'écrivains et d'écrivaines, comme elles disent aujourd'hui, et aussi une pléiade de jeunes éditeurs qui ont fait l'excellent travail, comme Bertil Galland, comme L'Âge d'Homme, comme Zoé, comme L'Air, qui sont des petits foyers, mais extrêmement utiles, et qui répondent à un besoin. L'ensemble de toutes ces activités-là, de tous ces éditeurs qui éditent souvent des livres d'autochtones, de gens qu'on connaît, qui sont près d'eux, ça donne un ensemble littéraire considérable, une épaisseur à la littérature helvétique. C'est simplement par le fait que tous ces nouveaux écrivains ont la possibilité de se faire imprimer pas trop loin de chez eux et de se faire éditer et de se faire soutenir aussi par des éditeurs qui essaient de leur donner à chacun leur juste place. Ça me paraît quelque chose d'assez nouveau par rapport à l'état, disons, d'avant la guerre. Mais dans ce tableau que tu traces, il faut bien souligner ton rôle. Tu as été de multiples manières présent, soit comme éditeur, ou les Allemands diraient Herausgeber, c'est-à-dire que tu as pris en charge des éditions. Tu as une activité de critique littéraire où tu as publié des œuvres importantes en France, et tu as été écrivain vraiment de ta propre plume. Alors, prenons peut-être un exemple particulièrement frappant de ton travail de directeur de collection ou de Herausgeber, Saint-Grillat, les œuvres complètes de Saint-Grillat. Ce fut une grande aventure, donc parue à l'âge d'homme, et qui compte combien de volumes finalement? 17 volumes. Énorme travail. Oui, et surtout énorme rassemblement de textes, parce que quand on pensait à Saint-Grillat en 1940, on se disait, il a publié 2-3 petits livres chez Merbon, il a envoyé 3 petits volumes comme ça épais, et puis les 2 livres dans la collection des cahiers romans, sur Pétrarque et sur Saint-Gall, et puis c'était fini. Or, qu'est-ce que c'est que ces 17 volumes? D'abord, il y a 5 volumes de correspondance qui n'étaient pas prévus. Mais enfin, c'est une partie importante de son œuvre, en particulier les 2 volumes de correspondance avec sa famille, avec son frère Alexandre, le peintre. Ça, c'est merveilleux. Et dans le reste, eh bien, il y a une infinité de petits articles que Saint-Grillat avait disséminés à tous les azimuts, de petites revues, des petits journaux au hasard. Mais ce que c'est pas, c'est extraordinaire le rôle que tu joues. Tu sors de ton chapeau une littérature jurassienne dont personne ne se doutait, et Saint-Grillat, auteur de plaquettes, disait-on, tu sors de ton chapeau 17 gros volumes, il faut dire que ce sont des gros volumes, qui tout à coup nous font prendre conscience d'un des classiques de la littérature vraiment de Suisse romande, puisque la France persiste à peu le connaître. Oui, mais alors là, tout le mérite en revient à une dame, ce qui est assez étonnant chez Saint-Grillat, à une dame qui s'appelle Gisèle Perron, et qui, avant que nous ne parlions de rien, s'était entichée de Saint-Grillat et avait, toute seule dans son coin, rassemblé tous les articles de Saint-Grillat. Elle les avait non seulement rassemblés, mais elle les avait fait dactylographier, de sorte que, quand elle nous a parlé de ça, elle avait 2 piles de documents comme ça haut, où il y avait
tous les articles de Saint-Gréa qui étaient déjà, après lesquels elle avait couru. C'était une dame qui donnait des leçons de chant. Alors elle avait des élèves à Lisbonne, à Rome, n'importe où. Et quand elle était dans ces villes, elle en profitait pour aller à la bibliothèque et puis voir s'il y avait du Saint-Gréa. C'était tout à fait étonnant. Et enfin, elle a fait un rassemblement de textes tellement extraordinaire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé un papier de Saint-Gréa dans un journal ou dans une revue qu'elle n'ait pas catalogué, qui ne soit pas donc dans les œuvres complètes. Encore fallait-il, Pierre-Olivier Walzer, que quelqu'un se rende compte de la valeur de ce rassemblement de textes. Et alors, il y a quand même eu tout à coup la présence de ces magnifiques volumes où l'homme de goût, le bibliophile que tu es, a donné sa patte. Mais enfin, passons là-dessus pour ne pas te faire rougir. Et passons aux professeurs, les professeurs ne rougissent pas, et voyons ton travail des critiques littéraires dans l'édition française. Qu'est-ce que tu as accompli, je dirais, en France? Qu'est-ce que tu as publié à Paris comme historien de la littérature? Là, j'ai surtout 2 volumes dans la bibliothèque de la Pléiade, c'est tout de même assez honorable. Des volumes consacrés à des poètes marginaux, je suis toujours dans les marginaux, comme Corbière, Cross, Lautréamont. Le fameux Charles Cros de l'Académie Charles Oui, Cros. le fameux Charles Cros, qui est aussi un poète donc assez intéressant, parce qu'il a le sens du vrai nouveau dans certains de ses textes. Et un Germain Nouveau, qui était aussi très mal connu, je veux dire, mais qui était une des admirations des surréalistes. Et si on groupe Lautréamont et Nouveau, on peut dire qu'on met ensemble deux phares du surréalisme. C'est les hommes de la révolution du langage. Oui, oui. Alors, tous ces gens-là, je les ai regroupés dans un tout petit livre qui s'appelle La Révolution des Sept. Ah, là, voilà. Et cette Révolution des Sept, c'est justement sur ceux qui ont apporté quelque chose de tout à fait nouveau dans la conception de l'écriture poétique. Et ça répond à ce que disait Mallarmé dans sa fameuse conférence à Cambridge, quand il disait « Je vous apporte une grande nouvelle, on a touché au vers ». Je voudrais terminer notre entretien en écoutant l'écrivain. On aurait dû citer encore ta participation à l'histoire de la littérature de chez Artaud, mais maintenant, écoutons du Pierre-Olivier Walzer. Tu as publié parmi beaucoup d'autres livres un qui est particulièrement merveilleux au sens propre, La vie des saints du Jura. Est-ce que tu peux nous lire, puisque chaque chapitre se termine par une prière, la prière d'un saint jurassien, me signé P.O.W. Alors effectivement, j'obéis à une vieille coutume des vies de saints. Les vies de saints, c'était fait pour qu'on les connaisse mieux et qu'on les prie mieux. Alors à la fin de la présentation de chaque saint, dans les anciens livres du 19e siècle, il y avait toujours une prière. Alors j'en ai fait aussi quelques-unes pour les saints les plus anciens. Et voici la fin de la prière pour Saint Pantal. Saint Pantal, c'est cet évêque de Bâle qui a été mêlé à l'histoire de Sainte Ursule et des 11 000 vierges. Nous t'écoutons, nous prions avec toi. Toi qui sus faire cavalcader dans l'acceptation de ton autorité une bruyante armée de 11 000 pucelles, qui les fit dompter les Alpes, vaincre l'assaut des ours et des aigles et résister aux ravages des coqueluches et des cathares, narguer les brigands et soutenir les brûlures du soleil de l'Ombrie, toi qui t'imposas par ta naturelle prestance comme leur conseiller et leur guide, et qui t'attiras l'amour de chacune par le regard vivant de tes prunelles et les mots justes de ta bouche, souffre que monte vers toi notre cri de surprise et nos hymnes d'admiration, ô Pantal, qui sut accommoder harmonieusement d'une cohorte de 11 000 femmes, ô pacificateur, ô roi, jette sur nous, pauvres hommes engendrés d'hommes, un regard dépouillé d'ironie, et donne-nous le secret de vivre en paix avec une seule. Amen.